l'enregistrement pas. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Clémence Caron, responsable nationale des spécialités planification et aménagement. Et je suis ravie aux côtés de Pacom. Vas-y, présente-toi, Pacom. Bonjour à tous, je suis chargée de mission pour le programme POPSU Territoire que je vais vous présenter en 1 minute juste après. Et donc, POPSU Territoire et le CNFPT sont heureux de vous présenter les cafés de la recherche en aménagement et développement du territoire. Donc, c'est la 4e édition. C'est une formule assez express. Donc, nous sommes ensemble de 14h à 14h45 avec un chercheur qui a suivi un programme de recherche dans le cadre de POPSU Territoire et qui va nous présenter ses travaux. Alors certes, ils sont identifiés sur un territoire précis, mais à chaque fois, il y a la volonté de monter en généralité pour que ça puisse être transposable sur d'autres territoires, transposable, mais aussi inspirant. Et donc, c'est aussi la volonté et la raison pour laquelle on propose ce type d'initiative. Le monde de la recherche est une source d'inspiration précieuse pour l'action des collectivités. Et donc, c'est à ce titre que nous avons initié le POPSU Territoire avec POPSU Territoire et le CNFPT, ces cafés. Mais qu'est-ce que POPSU Territoire, Pacom ? Oui, bonjour à toutes et tous. Je vais vous introduire rapidement ce qu'est le programme POPSU dans lequel la Marion, qui intervient aujourd'hui pour nous présenter son projet de recherche, a mené son projet. Donc, le programme POPSU. Donc, POPSU, c'est la plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines. Donc, c'est un acronyme un petit peu barbare, mais qui vise à rapprocher les mondes de la recherche et les mondes de l'action publique. C'est un programme qui est scindé en 2 volets. On a un programme qui s'appelle le programme POPSU Transition et qui s'intéresse plutôt aux grandes villes et au système métropolitain, et le programme POPSU Territoire, donc qui nous intéresse aujourd'hui et qui s'intéresse aux petites villes et aux territoires peu denses, dont fait partie la ville l'étude de cas menée à Briançon, que Marion va nous raconter aujourd'hui. Peut-être pour vous dire rapidement, POPSU poursuit plusieurs objectifs. C'est d'abord de produire de la connaissance sur les petites villes et les ruralités en installant des équipes de recherche au plus près de certaines collectivités et des élus, et dans l'idée de croiser ces savoirs. Et l'idée aussi du programme POPSU, c'est de diffuser et de donner à voir ces connaissances, notamment comme on le fait aujourd'hui avec ce format des cafés de la recherche. Mais la valorisation du programme et des projets de recherche passe par plusieurs médias, notamment donc les carnets de territoire, dont vous avez le visuel ici. On a aussi une série de films qui s'appellent les portraits de petites villes, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Et on fait également de nombreux reportages photographiques dans l'idée de donner à voir ce que sont les petites villes et les territoires ruraux aujourd'hui. Tout est disponible sur notre site internet et sur la photothèque du ministère Terra. Je ne vais pas être beaucoup plus longue, je vais laisser Marion Serre, qui est chercheuse à l'ENSA de Marseille et qui a porté un projet sur la petite ville de Briançon, sur la thématique de la vacance et plus précisément du concept de tiers foncier. Avant de te laisser la parole, Marion, je signale juste que ce café de la recherche s'inscrit aussi dans la saison thématique du programme des petites villes de demain sur les enjeux de logement. Donc, si des chefs de projet sont parmi nous, je leur souhaite la bienvenue, notamment si certains découvrent les cafés. Marion, à toi. Attends, juste pour... excusez-moi, Marion. Bonjour à toutes et à tous. Ce café, c'est la 4e édition. Donc, j'ai remis à l'écran les éditions précédentes où vous pouvez retrouver les replays. Et il y en aura d'autres aussi que nous avons d'ores et déjà préparés le 12 janvier de 14h à 14h45 à Rive-du-Gier et le 9 février de 14h à 14h45. C'est toujours le même horaire et le même lien de connexion. Et là, ce sera Clermont-Ferrand. Et donc là, maintenant, c'est à vous, Marion. Merci d'avance. Bonjour à toutes et tous. Je vois que je connais quelques personnes avec qui on avait été du coup sur le terrain de Briançon ensemble. Donc, merci d'être là. Vous pourrez compléter, comme ça fait un moment que j'ai pas été
sur le terrain, c'est super. Merci aussi à toutes les personnes que je ne connais pas d'être ici. J'espère que ce que je vais vous raconter va pouvoir alimenter vos pratiques. Donc, je vais me présenter en 2 mots avec mon collègue Gabriele Salvia qui n'est pas là. C'est avec lui qu'on a monté donc cette recherche qui a été introduite par Pacom juste avant. Nous sommes tous les deux architectes. On est tous deux aussi chercheurs. Donc, lui à l'école d'architecture de Marseille. Moi, je n'y suis plus. Je suis maintenant aux Arts décoratifs de Paris. On a monté une agence ensemble qui s'appelle Tierlab et au sein de laquelle on essaie de faire dialoguer à la fois l'architecture, l'urbanisme et la recherche. Donc, on fait autant des études urbaines que des projets de recherche, que de la maîtrise d'œuvre. Voilà. C'est moi qui passe mon propre diapo ou... Oui, vous avez les flèches en bas. Super. Ah oui, pardon. Hop, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique qui nous passionne. On a commencé à travailler en 2019, donc avec cette expérience à Briançon. C'est le patrimoine dans les petites villes. Et on s'est posé plein de questions. Et les 2 questions phares sur lesquelles je vais aujourd'hui, c'est quelles sont les formes de vacances et quel processus de revitalisation enclencher quand on a de la vacance. Donc des grosses questions. Hop, voilà. Donc, pour vous faire cette présentation, je vais m'appuyer sur les résultats de la recherche qu'on a menée à Briançon entre 2019 et 2022, mais aussi, je vais venir chercher un cas d'étude qui est situé à Breil-sur-Roya. On a eu la chance, après avoir été lauréat du programme POPSU Territoire, d'être lauréat d'un programme porté par la Caisse des dépôts qui nous a permis de répliquer nos méthodes d'investigation sur le territoire de Breil-sur-Roya entre 2020 et 2021. Donc, je ne vais pas avoir le temps de tout vous raconter, donc c'est pour ça que je vous ai mis quelques ressources ici si vous voulez après aller chercher ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On a l'expérience de Briançon, il y a 2 supports pour y accéder. C'est sur notre site internet Tierlab. Il avait imaginé avec les... On vous entend plus, Marion. Et donc le carnet... Marion, on vous entend plus bien. Il y a un petit problème de connexion. Alors, peut-être essayer de couper votre... On revient sur les travaux étudiants. Là. Ok, j'arrive. Allez-y. Est-ce que là, c'est mieux? Allez-y, parlez. Est-ce que là, c'est mieux? Oui. Ok, oui, si je parle, c'est sûr que... ok. Donc, voilà, donc c'est 2 ouvrages. Et ensuite, celui que POPSU Territoire nous a permis d'éditer, Le patrimoine vacant dans les petites villes. Est-ce que c'est mieux, là? Oui, on vous entend mieux. On s'appuie, je vais m'appuyer aussi du coup sur nos expériences au sein de l'agence de maîtrise d'œuvre. On s'est forgé une expérience des centres historiques à différentes échelles. Donc, on a travaillé par exemple sur de la programmation de tiers-lieux dans les centres historiques. On a travaillé aussi à l'échelle du bâtiment sur des diagnostics de pathologie de restauration d'immeubles et aussi sur de la requalification des espaces publics. Tout ça dans le centre historique. Et en fait, cette expérience transversale de la programmation à l'architecture, à l'espace public, ça nous conduit en fait à essayer de relier très étroitement le soin qu'on porte aux habitants, aux usagers et le soin qu'on va porter au bâtiment. Donc, on est autant dans le prendre soin de l'usage que dans le prendre soin du bâtiment, comment est-ce qu'on va réparer ses fissures, le conforter, etc. Donc, je vais revenir d'abord sur quelques éléments de méthode, comment on a construit notre méthode sur le cas de Briançon. Donc, quand on arrive dans un centre historique, ce qu'on se dit, c'est qu'on opte pour une posture un peu d'enquêteur, enquêtrice. Donc, l'idée, c'est de prendre une grosse loupe et essayer de regarder ce qui ne va pas, comment ça fonctionne et de comprendre pourquoi.
Donc, la première démarche, c'est qu'on fait une enquête. Donc, on l'a faite à Briançon, on l'a faite à Breil et on le fait en fait dans chacun de nos projets. Et sur Briançon, on a décidé de faire toute une enquête porte à porte où on est allé toquer dans toutes les portes, toutes les maisons pour comprendre chaque immeuble, chaque logement, par qui il était habité. Donc, quand il n'était pas habité, on questionnait les voisins pour comprendre pourquoi, est-ce que c'était une résidence secondaire, qu'est-ce qui s'était passé. Ce travail, ça nous a pris quand même 2 mois d'arpenter tout ce centre historique comme ça. Et ça nous a permis de faire des cartes, donc 3 cartes, une qui recense les résidences secondaires. Hop, je ne m'habitue pas à ça. Une sur les résidences principales et une sur la vacance. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a rencontré une architecte qui s'appelle Alexandrine Bress et elle nous a confié avoir travaillé du coup 30 ans avant, 40 ans avant, sur une étude avec Alexandre Mélicinos, que certains connaissent peut-être, qui était un architecte du patrimoine assez reconnu, et qui avait fait exactement le même travail. Donc, du coup, on a retracé ces cartes, on les a refaites, et ce dont on s'est aperçu, on a eu un résultat extrêmement surprenant, c'est que entre 1980 et 2020, en fait, le centre historique n'avait pas perdu d'habitants. On était resté à 500 habitants. C'était très étonnant parce que c'était en décalage complet avec ce que percevaient les élus et les résidents. Donc, en fait, on avait un décalage très fort entre ce qu'on percevait et ce qu'on vivait, parce que les résidents et les élus percevaient, vivaient, puisqu'ils nous disaient, il y a les volets qui se sont fermés, tout a été vendu, c'est une cité morte, etc. Et entre l'espace conçu, en fait, tel qu'il était vraiment. Donc, comment ça s'explique ça? Est-ce que j'ai une carte qui l'explique? C'est qu'en fait, il y a eu la rue centrale, je vous en dis 2 mots. C'est qu'en fait, cette rue centrale, qui est la rue centrale du centre historique de Briançon, a effectivement été vendue aux résidences secondaires. Mais en fait, dans le même temps, il y a toute la partie arrière ici qui a été c'était des casernes militaires et ça a été transformé en logements sociaux. Et en fait, il y a eu un report des habitants dans cette partie-là. C'est pour ça qu'on a ces 500 personnes qui restent. Donc, je ne rentre pas plus dans le détail, on pourra en rediscuter après. Mais en tout cas, c'était très intéressant de 2 points de vue. Le premier, c'était grâce à ces cartes, quand on les a présentées aux habitants et aux élus, ils se sont dit « Ah oui, dis donc, en fait, notre centre historique, il n'est pas si mort que ça, et c'est une ressource et il faut la faire vivre. » Et le deuxième aspect, c'est grâce à qui? Grâce au logement social. Donc, ça, c'était aussi très puissant comme résultat parce que ça replaçait vraiment le logement social comme un levier possible de revitalisation. Donc ça, c'était la partie de l'enquête numéro 1. Ensuite, on a souhaité affiner cette première lecture. On s'est dit, OK, très bien. On sait à peu près le nombre de résidences secondaires, on sait à peu près le nombre de résidences principales, on sait à peu près le nombre de logements vacants. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ces situations de vacances, en fait? Comment on va pouvoir les caractériser? Donc, pour faire ça, j'avais élaboré, dans le cadre de ma thèse, 4 ans auparavant, un modèle qu'on avait appelé avec mon directeur Stéphane Enrault, le tiers foncier. Et donc, je m'étais dit avec lui, en fait, pour caractériser ces situations où on ne sait pas trop qui c'est qui habite, qu'est-ce qui s'y passe, on est dans des situations d'indétermination qui font qu'on n'arrive pas à envisager une sortie de vacances, il faut qu'on comprenne le pourquoi et le comment. Et donc, je m'étais dit, en fait, quand on a un terrain, ou un bâtiment, il est finalement défini par 3 composantes. La morphologie. Donc, est-ce que c'est un bâtiment de 2 étages, 3 étages, c'est bâti ou pas bâti? Première question, bâti, pas bâti. Deuxième question, si c'est un bâtiment, combien d'étages? Comment ça se passe? Est-ce que on a des problèmes de toiture, de façade, etc. Donc, il y a ce champ-là. Ensuite, il y a le statut. À qui il appartient? Est-ce que c'est public, c'est privé? Si c'est privé, est-ce que c'est une copro? Est-ce que c'est une indivision? Comment ça se passe? Et l'usage, quelle était sa fonction initiale et quelles en sont les pratiques? Donc, par exemple, pour faire simple,
on peut regarder une parcelle rectangulaire. C'est dans la morphologie, elle est rectangulaire plane. Son statut, elle appartient à la municipalité. Sa fonction, c'est celle d'être un stade de foot. Mais en fait, dans le réel, le grillage a été découpé et puis on a une occupation de personnes en difficulté, en situation de précarité qui s'est installée. Tiens, là, on est typiquement dans un cas de tiers foncier où en fait, il y a un décalage entre la fonction et la pratique. Donc ça, c'est pour illustrer un peu l'intérêt du modèle et comprendre à quoi il sert. Donc, on a pris ce modèle et on a allé regarder toutes les parcelles en se disant c'est quoi les décalages qui font que c'est des situations de vacances. Donc, ça nous a permis, enfin ça, c'est un peu la loupe à partir de laquelle on regarde les parcelles. Et ça nous a permis en fait de faire des fiches. Donc, on a analysé, je crois, de souvenir plus de 100 parcelles. Et on a dégagé 10 formes de vacances récurrentes. Donc, on a fait des fiches. Et en fait, ces 100-là, elles appartiennent à l'une ou l'autre des catégories, voire à 2 catégories que je vais vous détailler. Donc, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait 3 formes de vacances différentes, avec des 3 formes de vacances qui sont liées à des facteurs différents. Donc, il y a des singularités morphologiques, il y a des singularités d'usage et il y a des singularités juridiques. Et là-dedans, on a différentes catégories. Donc, dans les singularités morphologiques, on a repéré les biens en péril. On a repéré des biens invendables. Donc, c'est des biens, en fait, par exemple, qui sont tellement abîmés qu'en fait, ils sont sur le marché à vendre depuis 5, voire 10 ans. Et en fait, personne ne les achète parce qu'il y a un coût qui est trop élevé, ratio entre le prix d'achat et le coût travaux. Et il y a de la peur de se dire, j'achète un bâtiment, mais je ne vais pas réussir, un bâtiment ou un logement, mais je ne vais pas réussir à le remettre en état. Donc ça fait partie des invendables. On a les biens en travaux longue durée. Alors, il y a ceux qui se lancent, en fait, qui achètent et qui les gardent pendant des années et qui font des travaux au compte-gouttes. Et donc, ça reste vacant parce que ils font des travaux dans la longue durée en fonction de leurs moyens. Et il y a souvent aussi beaucoup d'autoconstruction dans ces cas-là. Donc ça, c'est les 3 singularités morphologiques qu'on a repérées. Ensuite, les singularités d'usage. On a les biens publics désaffectés, donc typiquement, par exemple, une ancienne bibliothèque, comme c'était le cas à Briançon, on décide de la déplacer du centre historique au pôle d'activité qu'on est en train de développer. Il y a des commerces vacants. Il y a les résidences secondaires de 2e génération. On s'est aperçu qu'il y avait des résidences en fait, qui avaient été achetées par les parents, qui étaient très vieux. Puis les enfants en héritaient, mais en fait, les enfants, ils ont d'autres résidences, ils font autre chose. En tout cas, le bien ne les intéresse pas. Et du coup, on a ces résidences de deuxième génération. On a les biens seniors précaires. Alors ça, c'est par exemple quand vous avez une personne âgée qui est propriétaire d'un immeuble en entier et qui, en fait, ne vit que dans un tout petit logement. Il y a une étude d'ailleurs POPSU spécifiquement sur le cas, vous compléterez tout à l'heure. Et donc, les personnes âgées, c'est un phénomène de rétractation. En fait, ils vivent que au rez-de-chaussée, parfois même sans sanitaire. Et donc, ils sont dans une certaine précarité matérielle, on va dire, mais pas d'espace, mais pas nécessairement justement matériel. Ils peuvent avoir quand même de quoi vivre, de l'argent, mais juste dans l'espace, en fait, ils habitent uniquement dans le rez-de-chaussée. Ça, c'était extrêmement présent à Briançon. Et ensuite, on a les singularités juridiques, donc avec les biens sans maître, où une personne meurt, il n'y a pas de de successeurs identifiés, donc on ne sait pas à qui ça appartient. Le cas des indivisions irrésolues, sur est-ce qu'on vend, est-ce qu'on garde, comment on s'organise. Et puis le cas des copropriétés inégalitaires, où on a, mettons, il y avait un immeuble à Briançon, 3 ménages, un où ils peinent à arriver au bout de leur fin de mois parce qu'ils ont 800 € de retraite par mois, et puis en dessous, par contre, des résidences secondaires qui, eux, pourraient envisager la rénovation de la toiture, alors que les autres ne le peuvent pas. Voilà. Donc ça, c'était les 10 situations que nous avions observées. Et donc, ces situations, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'elles peuvent tout à fait se croiser. On peut tout à fait avoir un bien public désaffecté qui est aussi en péril.
ou bien une résidence de deuxième génération qui fait aussi l'objet d'une indivision irrésolue et qui, en plus, est en péril. Donc, tout ça, après, ça se croise et on peut avoir un même bien peut avoir plusieurs singularités. Et donc, l'idée, en fait, c'est de se dire, nous, maintenant, quand on arrive sur un centre historique, on fait cette enquête, on essaye de voir où va la tendance. Est-ce qu'on a plutôt des singularités morphologiques? Est-ce qu'on a plutôt des singularités d'usage ou plutôt des singularités juridiques? Et là, on va voir. Par exemple, si on a beaucoup de singularités morphologiques, c'était le cas à Briançon, par exemple, il y avait un véritable enjeu d'architecture. Du coup, la question, c'était quels équilibres on va trouver entre conservation et transformation. Ça va être l'enjeu de la revitalisation de ce centre historique. Au contraire, ou de manière concomitante, dans d'autres cas, on va avoir des enjeux, beaucoup de singularités d'usage, avec par exemple beaucoup de bâtiments publics, c'était aussi le cas de Briançon, qui sont délocalisés ailleurs dans la ville. Et là, on a un vrai sujet, un enjeu de programmation. Quels équilibres on va trouver pour retrouver une attractivité résidentielle? Et du coup, dans certains centres historiques, comme c'était le cas à Briançon, la question, c'était quels équilibres entre attractivité résidentielle et touristique? Ensuite, il y a le cas des singularités juridiques. Là, c'était notamment le cas à Breil-sur-Roya, où en fait, ils avaient énormément de biens sans maître et la municipalité avait décidé de tous les récupérer. Et là, ils avaient un enjeu en fait de maîtrise foncière, donc ils avaient décidé de les récupérer, mais ils ne savaient pas non plus quoi en faire. Et il y avait aussi plein d'indivisions. Et ils se posaient la question de quels accompagnements, quelles procédures pour agir sur le foncier privé. Comment on fait? Donc, une fois qu'en fait, on a réussi, ça, en fait, c'est la base. Ça paraît tout simple, mais rien qu'identifier quel problème on doit se frotter pour envisager sa vitalisation, savoir qu'on doit qu'on est face à un enjeu d'architecture et un enjeu de programmation, c'est une chose. Si on est plutôt face à un enjeu de programmation et de maîtrise foncière, c'est autre chose. En général, ça se croise, mais il y a quand même des tendances qui peuvent se dégager et qui aident du coup à se dire quelle stratégie de revitalisation on va mettre en place. Donc, si on a beaucoup de singularités morphologiques, la compétence clé, enfin l'une des compétences clés, ça va être l'architecture. Et l'un des objectifs, ça va être de se dire, il va falloir définir en fait des modèles architecturaux pour pouvoir améliorer les qualités d'habitat, lumière, taille des logements extérieurs, notamment. Et donc, il y a dans des éléments phares à intégrer au cahier des charges, notamment l'implication de l'UDAP dans toutes les étapes du processus. Et donc ça, c'est ce qu'on avait aussi essayé de faire à Breil d'ailleurs. L'identification des formes d'habitat vernaculaire et des éléments architecturaux dont il va falloir discuter avec l'architecte des bâtiments de France. Et potentiellement, on peut imaginer créer un partenariat comme on l'avait fait à Breil et à Briançon avec une école d'architecture, parce que ça permet à travers des projets qui sont fictifs finalement, où le droit à l'erreur est permis et où on peut se tromper, aller explorer plein de pistes possibles. Ça permet en fait d'ouvrir les réflexions et de se dire, bah tiens, ça, comme c'est fait là, c'est fait par des étudiants, c'est pas possible, mais on pourrait prendre l'idée et faire que. Donc, nous, on l'a beaucoup utilisé, cet outil, comme levier pour faire avancer les représentations et trouver des compromis. Ensuite, si on est plutôt dans des singularités d'usage, on a la compétence clé, donc plutôt de programmation, avec potentiellement une appétence, une expertise possible sur les tiers-lieux, l'éco-living, l'habitat partagé et aussi de la sociologie, où on va avoir l'un des objectifs, la définition de modèles socio-économiques hybrides et de la recherche des acteurs qui porteront le projet. Donc, à Briançon, c'était l'exemple d'un tiers-lieu où on avait, avec la municipalité, réussi à monter tout un projet de tiers-lieu solidaire, par exemple. Mais il y a d'autres cas où, à Briançon, il y avait 3 cas intéressants. Il y avait aussi de l'habitat partagé qui avait été créé à l'initiative d'habitants sur un foncier initialement public, et aussi un co-living, pareil, sur un foncier initialement public, racheté par des privés qui ont imaginé cette programmation.
Et donc là, pareil, je vois que le temps passe et qu'il y a plein de questions en plus, donc je vais aller un peu plus vite. Donc il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut intégrer au cahier des charges, et notamment l'implication des acteurs locaux, associatifs, professionnels, habitants. Des enquêtes qualitatives pour un diagnostic des besoins et des forces en présence, et puis aussi des enquêtes qualitatives, par exemple, auprès des tiers-lieux existants, s'ils existent, pour identifier des modèles à répliquer adaptés au terrain. Et ensuite, sur l'enjeu de maîtrise foncière, donc celui-ci, c'est celui que je maîtrise le moins, lequel je n'ai pas eu l'occasion de vraiment travailler parce que ce ne sont pas mes compétences et on n'a pas, on avait imaginé travailler avec la Solia là-dessus, mais au final, ça ne s'est pas fait. Donc, du coup, c'est un champ que je ne maîtrise pas. Mais en tout cas, ce qu'on a pu voir, c'était que là, il y a une compétence clé qui est celle qui est juridique et que les objectifs qui se posent, c'est la définition d'actions différenciées. Et c'est ça qui est difficile à mettre en place parce qu'il faut faire aussi du cas par cas entre acquisition, sensibilisation et procédures plus coercitives en fonction de la situation des propriétaires. Donc, ça, c'est assez... Oui, et le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est qu'en fait, dans tous les sujets, il y a un vrai intérêt à se poser la question des instances de débat à activer, parce que c'est à travers elles, que ce soit des ateliers avec habitants ou alors des ateliers avec les étudiants, qui font qu'il y a des idées qui vont émerger et dont on va pouvoir s'emparer. Et c'est vraiment le cas sur Briançon, où grâce à cette résidence étudiante où on avait invité... c'était une vingtaine d'étudiants en architecture à réfléchir sur la question du centre historique. Les habitants ont été très porteurs de l'un des projets qui est ressorti, qui était ce tiers-lieu solidaire, et ce qui a permis en fait à la municipalité d'identifier que c'était un besoin et un enjeu, et de poursuivre derrière sur de l'opérationnel avec une assistance à la maîtrise d'ouvrage et après de la recherche de subventions, etc. Bon, pour des raisons politiques, le projet a évolué et je n'ai pas le temps de vous raconter l'ensemble de l'histoire, mais en tout cas, c'était très intéressant en termes de dynamique. Et voilà, donc du coup, on est en train de travailler un petit support qui résume et synthétise tout ça pour partir avec des idées avec une méthode qui permette d'envisager un processus de revitalisation. Voilà, j'ai tenu le timing. Merci Marion pour cette présentation qui finalement, votre modèle permet de bien établir, est un bon outil pour appréhender les questions de vacances sur un territoire, faire un diagnostic, et comme on a pu en échanger avant, pour aussi après identifier les compétences et à mobiliser éventuellement une commande à préciser dans un cahier des charges. Ça a suscité des questions que je vais vous poser. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver en cours. La personne dit vraiment très intéressant cette typologie. Avez-vous croisé celle-ci avec des données sociologiques? Avez-vous échangé avec Nancy Boucher? Ah, ça a un petit peu coupé. Vous m'entendez? Oui. Je disais, alors, une personne... Je réponds à chaque question. On ne vous entend plus. Vous êtes là, Marion? Oui, je suis là. Oui, je ne sais pas depuis quand vous ne nous entendez pas. Bon, je vous ai posé une question d'une personne qui dit vraiment intéressant cette typologie. Avez-vous croisé celle-ci avec des données sociologiques? Avez-vous échangé avec Nancy Boucher? Alors non, je n'ai pas échangé avec Nancy Boucher. Je ne connais pas son travail d'ailleurs, donc je vais m'y plonger. Je vois qu'elle est spécialiste des questions d'habitat insalubre. Personne, mais non, ce n'est pas elle. Et ensuite, sur des données sociologiques, on avait fait sur le cas de Briançon, du coup, un travail sur les données INSEE pour retrouver le nombre d'habitants. Après, c'est pas un angle qu'on a particulièrement développé, et c'est vrai que si on devait monter un programme, une recherche nouvelle avec un petit peu plus importante, ce serait
nécessaire de les associer. Merci. Il y avait une autre question. Au-delà, l'enjeu de programmation dépend aussi de la démographie, donc de l'emploi. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet pour le cas de Briançon? Alors, je reviens juste sur les données sociologiques, comme la question est vaste. Peut-être que je peux simplement dire qu'on a fait 50 entretiens, je pense, qualitatifs avec les habitants. Donc, on a toute cette matière. Enfin, on avait fait un carnet de bord de recherche. Enfin, je ne sais pas si c'est ça la question, mais en tout cas, on avait fait un carnet de bord de recherche d'environ 300 pages qui collectait tous ces entretiens. Et c'est de là qu'on avait pu, percevoir tous ces décalages entre le perçu, le vécu du centre historique. Après, je ne sais pas, du coup, si jamais la personne peut préciser ce qu'elle attendait sur les données sociologiques, je pourrais en dire plus, mais voilà. Et ensuite, sur l'enjeu de programmation dépend aussi de la démographie et donc de l'emploi. Oui, tout à fait. C'est tout l'intérêt d'une démarche qualitative qui vient questionner, voir les forces en présence, quelles sont les dynamiques. Et du coup, on ne va pas imaginer les mêmes programmations sur un terrain comme Briançon qui est très spécifique puisque très touristique, en plus transfrontalier, qu'à Breil-sur-Roya, par exemple, qui est dans une vallée, bien qu'elle soit touristique, qui est un peu moins attractive quand même, et encore dans d'autres villages qui n'ont pas de tourisme ou sur lesquels l'emploi est basé différemment, se développe différemment. Alors, merci. La personne qui avait posé des questions sur la sociologie, les profils sociologiques, a précisé, elle entendait par là âge, CSP, secteur d'activité, niveau de revenu. Alors, on n'a pas fait d'analyse comparative avec aussi poussée. En tout cas, on s'y est un petit peu intéressé, notamment dans les enquêtes qualitatives, puisque c'est là qu'on a pu percevoir les personnes qui étaient âgées en situation de précarité. Il y avait aussi beaucoup, c'était intéressant parce que les nouveaux acheteurs, les acheteurs de l'époque du centre historique, c'était des personnes qui étaient qui avaient peu de moyens en fait, et c'était le centre historique représentait une possibilité d'accession à la propriété parce que tout le reste du territoire était très cher. Donc on a ce genre de résultats qui, par la multiplicité des entretiens qu'on a fait, le confirme. Mais par contre, on n'a pas fait une enquête vraiment statistique. C'est ça que je voulais dire. Alors, il y avait d'autres questions. Déjà, c'est une petite précision. Quel ENSA est intervenu? C'était l'école d'architecture de... Alors, non, pardon. Comme du coup, le projet, nous étions chercheuses de l'école d'architecture de Marseille, mais par contre, les étudiants qui sont venus étaient venus de toute la France, de toutes les écoles en France. Donc, il y avait Grenoble, il y avait Nancy, il y avait Paris, il y avait Versailles, il y avait Lille, l'école du paysage de Blois aussi, et également 2 universités italiennes, le Polytech Turin et Florence. Merci. Et peut-être revenir sur la notion de décalage perçu-vécu. Une personne dit que finalement ce décalage est fortement lié à la dynamique touristique. Est-ce que vous pouvez confirmer? Qu'est-ce que vous en pensez de cette affirmation? Oui, tout à fait. Merci Daniel pour la précision, comme je suis allée vite. Ce décalage, cette impression qu'on a un centre historique qui se vide, c'est aussi parce qu'en été et en hiver, il se remplit de touristes, alors qu'en intersaison, d'une part, les touristes s'en vont, mais aussi les personnes qui ont travaillé de manière saisonnière vont partir en vacances, en voyage. Donc, il y a cet effet-là aussi qui n'est pas du tout négligeable. Alors, vous avez parlé de biens invendables. Qu'est-ce que vous entendez derrière invendable? On avait utilisé cette catégorie parce qu'on était tombé en fait sur des biens qui étaient à vendre depuis 10 ans. Et on se posait la question, pourquoi ils sont invendables?
Et donc, il y a plusieurs raisons, mais parmi lesquelles on avait interrogé des potentiels acheteurs, du coup, des acheteurs qui voulaient acheter dans le centre historique et qui ne les achetaient pas. Pour la raison l'une des raisons avancées, c'était qu'ils étaient tellement dégradés en fait que le coût achat et le coût travaux, ça faisait peur parce que quand on s'engage dans des travaux dans l'ancien, on ne sait jamais combien ça va coûter. Et comme en général, les personnes qui achetaient dans le centre historique, c'était aussi dans une optique d'accession d'accession à la propriété, enfin une partie d'entre eux, pas tous. En tout cas, ceux qu'on avait interrogés pour ces bâtiments-là, c'était ça qu'ils disaient. Voilà. Alors, on a une précision de Julie Marchand dans le fil de conversation qui indique que Briançon est par ailleurs UNESCO, réseau des sites majeurs de Vauban, donc avec une très forte attractivité touristique en ce sens. Et vous l'avez constaté vous-même, Marion, dans le cadre de vos travaux? Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que les remarques qui sont faites pour apporter des précisions sont tout à fait utiles parce que dans cette présentation, comme j'avais un temps court, j'ai pas dressé le portrait de Briançon et j'ai croisé plutôt Braille-Briançon, du coup, sans situer la réflexion pour une montée en généralité. Mais oui, Briançon, il y a les résultats que j'en ai montrés ici, c'est ceux qu'on peut appliquer, qu'on va retrouver dans d'autres centres historiques. Mais Briançon, effectivement, si on se retrouve là-dessus, a des spécificités parmi lesquelles le fait d'avoir une forte attractivité touristique UNESCO, et ce qui a des impacts nécessairement sur à la fois le tourisme et aussi l'habitat. J'attends quelques questions et je reviendrai à ça s'il me viennent plus de choses intéressantes sur le sujet. Alors, justement, vous avez dressé la typologie des types de biens vacants, etc. Est-ce que vous avez rencontré des cas où des propriétaires ne souhaitent absolument ni vendre ni faire de travaux pour sortir de la vacance, peut-être dans une perspective de spéculation immobilière? Et si oui, quelle a été la compétence clé pour y remédier, si vous avez réussi à y remédier? Alors, sur la première question, les propriétaires qui souhaitent pas vendre ni faire de travaux, oui, forcément, parce que c'est souvent les cas. Alors, il y avait plusieurs situations, que ce soit à Breil ou à Briançon. Il y a des cas où, en fait, c'est souvent le cas des indivisions, en fait, où les gens ne se mettent pas d'accord ils vendent pas, ils font pas de travaux, c'est plutôt sur des questions d'indivision. Pour des logiques de spéculation immobilière, non, j'ai pas trouvé parce que le marché n'était pas tendu ni à Briançon ni à Breil sur les centres historiques. Enfin, vous me corrigerez du coup les personnes qui viennent de Briançon et qui sont là. Mais en tout cas, le marché était plutôt détendu en 2019-2020. Ça a peut-être évolué d'ailleurs. Il me semble que les prix ont augmenté à Briançon. Mais à l'époque, il n'y avait pas de marché tendu. Donc non, pas ça. Et ensuite, la compétence clé pour y remédier, sur l'aspect spéculation immobilière, je ne sais pas. Après, sur l'aspect indivision, c'est tout l'intérêt je maîtrise pas bien le sujet sur les OPH. Enfin, je maîtrise dans une certaine mesure, puis j'en ai jamais fait, donc je peux en parler de loin, on va dire, de ce que je connais, de ce qu'on m'en a dit, on m'en a dit. Mais en tout cas, il y a tout le volet en fait médiation. C'est ça qui est difficile à mettre en place. C'est cette médiation qu'il faudrait organiser dans les familles, enfin dans les familles où il y a des situations d'indivision. Mais du coup, j'ai pas vraiment de réponse là pour le coup. Et l'indivision était quelque chose quand même de difficile et c'est du cas par cas presque, un suivi au cas par cas avec aussi des liens et des échanges réguliers avec les notaires. Alors, il y a d'autres questions qui ont été posées. Avez-vous été amené à étudier des projets consistant à rendre un accès à des logements situés au-dessus d'un commerce? Dans quel sens? Parce
Parce que souvent, ça doit être sûrement que les dessus d'immeubles de locaux commerciaux étaient souvent occupés par le commerçant même, sans entrée indépendante. Et donc, ça faisait de la vacance, une sorte de vacances. Et donc, est-ce qu'il y a eu des réflexions pour remettre ces étages non commerciaux, au-dessus des rez-de-chaussée commerciaux, sur le marché? Ah oui, où est-ce qu'on met l'escalier du coup? Enfin, comment on y accède? Un travail mon archi de façade à effectuer pour rendre les étages indépendants du commerce. Non, j'ai pas été confrontée à ça. J'ai pas d'exemple à donner. Et alors, toujours une question sur la vacance. Est-ce que vous avez constaté des vacances liées à des entrants en EHPAD et dont finalement, c'est de la vacance, vous l'avez évoqué, des seniors précaires, mais là, finalement, toujours dans auprès de cette population senior, une vacance liée à un déménagement pour une structure spécialisée? Non, parce que les personnes, du coup, on était sur une année en immersion à Briançon, et sur l'année, les personnes sont restées dans leur logement, les personnes âgées, ou l'une d'elles est décédée dans son logement. Il n'y a pas eu de départ en EHPAD. Mais bon, ce serait à pousser. C'est pas parce que je l'ai pas vu qu'il n'y a pas eu. Et d'autant plus qu'à Breil, sur Roya, il y a beaucoup de personnes âgées, donc c'est bien possible qu'il y ait ce phénomène-là, effectivement. Donc peut-être aussi à traiter de manière différente, parce que ça peut être peut-être de la vacance qui pourrait être évitée si elle est anticipée et préparée en amont avec la famille ou le propriétaire actuel. Alors, il y a toujours une autre précision de Julie. Briançon est par ailleurs couvert par un plan de sauvegarde mise en valeur. Le règlement a-t-il été jugé trop contraignant à l'occasion des entretiens? En avez-vous tenu compte pour des situations juridiques? Alors, le PSMV à Briançon, on peut dire aussi, alors je ne me rappelle plus la date exacte, vous pourrez sans doute préciser sur le chat, mais il me semble qu'il datait de 1980, enfin des années 80. Et le fait qu'il n'ait pas été réactualisé, ça posait des problèmes. Alors, ceux dont je me souviens et qui avaient été pointés, le premier, c'était que parfois pour les commerçants, beaucoup disaient que en fait, ils avaient du mal à comprendre ce qu'il fallait faire, à saisir des outils. Enfin, il y avait un problème de traduction en fait du langage administratif, technique, réglementaire, et des commerçants qui du coup ne comprenaient pas bien. C'était des dossiers, ils me faisaient ce geste, il faut faire des dossiers gros comme ça. Nous, on n'a pas le temps, etc. Donc il y avait un enjeu de médiation à ce niveau-là et de traduction de la documentation réglementaire aux personnes. Et donc ça, c'était un premier sujet. Et après, quand on a fait les ateliers avec les habitants, donc pour vous donner une idée, sur le processus participatif, on avait eu des super résultats parce que sur chaque atelier, on était une quarantaine, cinquantaine, et à la fin, pour un total de participants à 150 personnes. Donc c'était assez représentatif. Et aussi à Breil, qui est beaucoup plus petit, on avait une soixantaine, 60-80 personnes qui participaient. Et on a eu les mêmes résultats que ce soit à Breil ou à Briançon, dans le sens où les habitants regrettaient de ne pas pouvoir créer d'ouverture, de fenêtres, enfin d'adapter leur logement à leurs besoins. Et que déjà, ça crée un problème de confort pour les personnes qui habitent, mais aussi ça favorise pas l'attractivité des centres historiques qui sont déjà difficiles à vivre. Et du coup, là-dessus, il y avait vraiment l'envie d'avoir une discussion avec les ABF. Et du coup, à Breil-sur-Roya, on l'avait eu et c'était très intéressant de se dire comment on pourrait, mais il n'y avait pas de PSMV à Breil-sur-Roya, mais comment on pourrait en tout cas réfléchir à des manières de faire que l'architecture contemporaine puisse venir au service des centres historiques. Donc à la fois dans un respect, mais c'est vraiment cette question de quels équilibres on trouve entre la conservation du patrimoine et en même temps sa transformation pour l'adapter au mode de vie contemporain.
Vaste défi. En tout cas, merci Marion pour cette intervention, ce retour et ce témoignage qui fut fort intéressant. Merci aux participants pour leur écoute et leurs questions. Peut-être, comme si tu es encore là, faire la publicité des prochains cafés, préciser les thèmes qui seront traités. Oui. Alors, on aura du coup le 12 janvier l'étude de cas de la petite ville de Rive-de-Gier par Christelle Morel-Journel et Emmanuel Martinet, donc, qui est l'enjeu d'être une petite ville sous double influence métropolitaine par l'influence de Lyon et de Saint-Étienne. Et ensuite, on organise le premier café de la recherche dédié aux grandes villes avec le nouveau cahier qui porte sur Clermont-Ferrand et qui sera animé par Hélène Ménet sur les questions d'attractivité. J'en reparlerai mieux le 9 février. En tout cas, je voulais dire à Marion un grand merci de sa présentation et de s'être rendue disponible pour ce café de la recherche. Et merci à tous les participants. Merci à Clémence. Merci à tout le monde et merci encore à Marion pour cette présentation qui fut fort intéressante mais aussi inspirante. À bientôt. Je vous remercie de m'avoir invité. Je vous remercie beaucoup pour vos questions. Et je reste à disposition si besoin par mail. N'hésitez pas. Merci beaucoup.